Alors, essentiellement, qu'est-ce que c'est que l'ordolibéralisme? C'est un corps de doctrine économique et politique. On commence par là. Un ensemble de théories à vocation économique et politique, qui ont été élaborées pour la première fois, mettons, entre 1928 et 1938 en Allemagne, essentiellement à Fribourg, dans ce qu'on va appeler l'école de Fribourg, et par des économistes et des juristes qu'on va appeler Walter Eucken, Franz Böhm, je vous mettrai les noms dessus, Wilhelm Röpke, Ludwig Erhard, Hans Grossmann Dort. Ludwig Erhard, c'est plutôt un ministre de l'économie qui les a surtout appliqués dans l'après-guerre. Bien. Alors, fondamentalement, qu'est-ce que c'est? C'est un corps de doctrine économique, je reprends le même terme, qui se déploie par rapport à l'expérience de la crise, de 23, de 29, puis ensuite à une expérience du nazisme et du fascisme, mais surtout du nazisme en Allemagne. Donc, c'est deux choses. D'abord, l'expérience de la crise, je m'aperçois qu'il n'y a pas de main invisible. Je m'arrache aux théories libérales qui prétendent qu'il y a une main invisible, et je dis non, il n'y a pas de main invisible, il faut donc une intervention de l'État. Pour plusieurs choses. D'abord parce que l'économie est incontrôlable lorsqu'il n'y a pas de contrôle de l'État, ce qui fait courir le risque de l'inflation, le risque du dysfonctionnement de l'économie, mais par ailleurs aussi de la constitution de pouvoirs privés, de monopoles privés. Donc en gros, le marché ne se régule pas tout seul, il faut une régulation. Et donc, par rapport aux libéraux, il n'y a pas de main invisible pour réguler le marché. Et par ailleurs, le dirigisme, le nationalisme produisent des horreurs et des absurdités économiques. Donc, ni l'un ni l'autre, ni le nazisme, ni le libéralisme. C'est le point de départ. Et ces théoriciens vont jusqu'à écrire que probablement l'ordolibéralisme demande autant d'intervention que du dirigisme, mais pas de la même nature. L'intervention de l'État doit être une intervention neutre, d'application d'un droit, et d'un droit qui n'est pas conçu par l'État, un droit qui est conçu en pure rationalité, et qui aurait quelque chose de divin qui correspondrait à un ordre du monde, en quelque sorte. Bon, cet ordre, ces règles d'or, c'est là qu'on entend vraiment, puis donc il s'était développé dans une revue qui s'appelle Ordo, et qui effectivement avait des racines chrétiennes, on parle d'auteurs chrétiens catholiques. Ces règles sont, et vous les connaissez parce qu'elles sont en application aujourd'hui, hein, alors, une limitation de l'endettement de l'État, donc l'État n'a pas le droit de se donner des moyens d'investissement à travers la dette, pas de politique dirigiste, pas de politique monétaire, et surtout, aucune politique, inclus politique monétaire, qui soit susceptible de provoquer de l'inflation. Voilà, donc par exemple une politique de réduction drastique du chômage qui pourrait créer de l'inflation. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas d'endettement au-delà de 3%, une inflation à 1,5%. Voilà, vous connaissez tous ces points-là parce qu'aujourd'hui, ils sont en application. On va retrouver aussi dans l'ordolibéralisme l'idée qu'on ne fait pas communauté à travers une identité ou à travers une solidarité, mais à travers une communauté de concurrence et de droit. D'accord ? Puisque nous nous soumettons aux mêmes droits de la concurrence, alors nous faisons communauté. Et ça n'est pas parce que nous partageons la même identité, ou parce que nous nous aimons, ou parce que nous levons le drapeau en chantant le même hymne, etc. Voilà. Donc, revenons à ce point-là, le politique doit s'en tenir à l'application et la production d'un droit privé, d'un droit des affaires privées. Et ce droit-là est extrêmement élémentaire. Donc c'est une intervention non interventionniste de l'État, si vous voulez. Et c'est par ailleurs un État qui renonce à une grande part du politique. Le fait de s'interdire des politiques inflationnistes ou des politiques dirigistes, par exemple des nationalisations, le fait d'être là pour assurer la concurrence libre et non faussée entre les acteurs, en réalité, c'est pour ça que je dis économique et politique, ça a des conséquences politiques extrêmement fortes. Voilà. Bon. Donc, on repart très simplement. Corps de doctrine économique, 1928-1938, Walter Eucken, Franz Böhm, Hans Grossmann Dort, Wilhelm Röpke, Ludwig Erhard, voilà, les penseurs et les premiers agisseurs, on va dire, qui réagissent à un effroi par rapport
à la crise économique et au fascisme et au nazisme, qui font le constat qu'il n'y a pas de main invisible et qu'il faut lutter contre toute forme de dirigisme ou de nationalisme, etc. Le libre marché ne suffit pas, il convient de l'ordonner. Pour l'ordonner, l'État doit changer de nature. L'État n'est plus ce qui est capable d'intervenir pour donner les règles de la vie en commun. L'État est strictement là pour faire respecter un ordre juridique qui le précède, qui est là avant lui. Bon. Par ailleurs, on ne fait pas communauté autour d'une identité, mais on fait communauté autour de règles de concurrence, de façons de faire du marché. Et ça, c'est très important. Par rapport, par exemple, aux discussions qu'on a eues sur ce que c'est qu'un citoyen du monde, où sont les identités, comment ça se passe. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on ne fait pas communauté autour d'une identité, toute une partie du jeu politique sur la notion d'identité devient caduque. Bon. Alors, ce corps de doctrine économique, on va le voir s'incarner d'abord en Allemagne, puis progressivement, parce que ça n'est pas sa base, sa racine, dans les institutions européennes. Et j'en fais l'histoire dans une des vidéos que vous pourrez revoir. Mais là où au départ l'idée européenne est beaucoup plus basée sur une communauté de solidarité, on va effectivement progressivement passer à une communauté de concurrence. Voilà, dites-moi. J'ai un peu du mal à établir un lien entre les valeurs catholiques et la doctrine de l'ordre mondialiste. C'est assez difficile, je vous l'accorde. Et néanmoins, c'est présent. Alors, je vais vous redire ce que j'ai déjà dit en cours et peut-être on pourra aller gratter ailleurs. Alors, si on prend Walter Eucken, donc le fondateur de la revue Ordo et le premier ordo libéral, si on veut bien, c'est réellement quelqu'un qui pense que cette recherche d'ordre, cette recherche de l'ordre premier, de l'ordre du monde dont on parle, c'est quelque chose qu'il pense lui comme une œuvre humaniste, et il se pense comme un théologien de la Renaissance, si on veut bien, qui va chercher dans la création, dans ce qui est, dans les lois de l'être, un devoir-être de l'économie. Alors ensuite, ne cherchez pas dans la Bible les valeurs catholiques à ce moment-là quand on en parle. Exactement de la même manière que le dirigisme français a été fondé par des petits groupes catholiques, on a en fait affaire à des milieux catholiques. Alors en France, par exemple, c'est plutôt des milieux d'ingénieurs. Des groupes à Polytechnique ou dans des revues qui se rassemblent et qui vont progressivement concevoir l'ENA dans une idée de sacrifice de soi au sein de corps d'État, etc. Là, on est plutôt dans une idée de position centrale neutre par rapport à des c'est la même chose, hein, par rapport à des extrêmes. Et par rapport à ça, on se rassemble et on dit il y a une troisième voie qui est au centre, qui n'est donc ni nazi, ni marxiste, ni laissez-fairiste de type République de Weimar. Et on va chercher la raison politique, le principe, dans quelque chose qui précède. Alors, je vous ai proposé, par ailleurs, d'apercevoir les liens vers cette idée d'économie du monde qui existe dans les textes catholiques et dans la théologie catholique depuis le IIe siècle après Jésus-Christ, et qui a été notamment développée à l'occasion de la notion de Trinité. C'est-à-dire que c'est la première fois au monde, dans le contexte chrétien, qu'on a fondé l'idée d'une économie du monde. C'est-à-dire d'une forme de régulation à l'échelle mondiale de l'ordonnancement des choses et de leur circulation. Voilà. Ensuite, si vous me dites où sont les valeurs de communion, on va peut-être en parler un peu aujourd'hui, mais effectivement, où est la joie dans Jésus-Christ, où est-il écrit que nous sommes la race des seigneurs, le peuple élu, et dans notre communion avec l'agneau, on va faire ceci et cela. Non, vous allez pas trouver ça dans l'ordolibéralisme. Toutefois, très concrètement, le pape Jean-Paul II et le pape François, dans leur apologie de la mondialisation coopérative, font l'apologie immédiate, directe,
du principe de subsidiarité, du traité de Maastricht, d'institutions qui sont purement ordolibérales. Parce que, justement, il s'agit d'une jouissance de la création, d'une activité productive, et ça l'Église catholique en fait l'apologie, qui ne sépare moins les uns des autres, etc., qui continue à garder une vertu. Autre élément. Si vous lisez l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, vous allez voir une éthique du capitalisme qui est dessinée par soit des textes de protestants américains de cette époque, ou des luthériens, des calvinistes, des baptistes, etc., Benjamin Franklin, et puis on a Max Weber qui en fait la synthèse, et on a une éthique qui est totalement différente. C'est-à-dire que, par exemple, la production d'argent, la production de profit a une valeur en soi. C'est-à-dire qu'on a un travail sacralisé et une production de richesse qui est sacralisée. Là, il y a une notion de l'ordre précède, si vous voulez. Dans un cas, on sanctifie le profit, dans l'autre cas, on sanctifie l'ordre. Ce qui amène à des comportements économiques complètement différents. Voilà. Oui. Par rapport à la définition que vous avez donnée avant, oui. Le keynésianisme, il se reproche plus du néolibéralisme ou de l'ordolibéralisme? C'est un troisième pôle, très différent. Si vous voulez, on pourrait faire... Enfin, c'est une très bonne question. Hein. Alors, une pure position néolibérale, l'État est uniquement là pour assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est un État policier. Ouais. L'État keynésien, bien qu'il y ait plusieurs Keynes, on pourrait dire globalement que c'est un État interventionniste, un État qui se laisse la latitude à certaines périodes, dans certains moments du cycle économique, de faire des grosses interventions pour relancer et faire des politiques de la demande plutôt que des politiques de l'offre, pour parler en baby-bobu économique, mais je ne peux pas tellement aller plus loin, c'est pas ma religion. Bon. Mais ici, donc ici on a un État policier, ici on a un État qui peut être policier ou non, mais surtout qui est aussi interventionniste. Non. En fait, ici, on va avoir l'État ordolibéral. Alors, l'ordo, pourquoi? Parce qu'on a un État policier ou non? Ouf, non, on a un État policier, absolument nécessairement, puisqu'il est là pour faire la police des marchés. Il est essentiellement une police des marchés. Voilà, donc on a un État policier, et en revanche, il n'est pas interventionniste. Voilà. Donc ici, il y a moins d'État, un peu plus d'État policier, enfin un État strictement policier, un peu plus d'État policier, et ici un État interventionniste. Donc c'est vraiment des choses différentes. Voilà. Je dis ça d'autant plus aisément que les tenants de l'ordolibéralisme aujourd'hui s'opposent à toute force aux politiques keynésiennes, ou dites néo-keynésiennes ou keynésiennes. Oui. Les ordolibéralistes sont pro-austérité ou contre-austérité? Ordolibéraux. Ils sont pro-austérité. Pro-austérité. Absolument pro-austérité. Ce qui est très intéressant, et ce qui va peut-être continuer à répondre un peu à votre question, c'est pour des raisons morales. C'est pour des raisons morales. Comme je vous disais, en ce moment, il y a un conflit entre la Commission européenne et le FMI. Le FMI, en bon néolibéraux anglo-saxons, dirigé par une Française qui s'est ralliée à cette idéologie-là, disent « Enfin, il faut alléger la dette pour qu'ils puissent la payer. Si vous voulez des thunes, rendez le paiement possible. » Et les Allemands disent « Non, parce que c'est pas moral. » C'est un comportement qui est... En tout cas, c'est assez rigolo parce que c'est l'article que je vous lisais de Varoufakis. Pour Varoufakis, il a affaire à des fanatiques. Il comprend rien, quoi. Pour lui, c'était fou. Qu'est-ce qu'il leur prend? Et on va leur donner des sous, ils veulent pas. Enfin, ils savent bien qu'ils vont détruire notre pays, là. Oui, c'est normal. Ils doivent payer. Voilà. C'est le châtiment. Bien. Voilà. Alors,
Oh, c'est vachement sympa d'être venu quand même, parce que moi j'étais désespéré dans mon train, vous êtes sympa. Oui, C'est plus une question d'actualité que... oui, c'est très bien, c'est très intéressant. Benoît Hamon, ce matin, il a affirmé dans Le Monde qu'il voulait que l'austérité soit de plus en plus minoritaire en Europe. Et du coup, il n'est pas du tout ordolibéral. Hamon est très ambigu, et je vais vous expliquer pourquoi. Originellement, c'est un homme qui est probablement un des seuls au Parti socialiste à développer un corps de doctrine, qui a fondé le Parti socialiste, qui était d'ailleurs très proche de la fondation de la sociologie, qu'on appelle l'associationnisme jaurésien. C'est l'idée que il faut absolument subordonner de larges pans de l'activité économique aux politiques, mais que ce n'est pas à l'État de réguler les choses, mais plutôt à l'association entre les gens. C'est un modèle qui associe des convictions socialistes, une intervention d'État modérée, et quelque chose comme une foi dans la bonté humaine. C'est un modèle qui se distingue très fortement du marxisme par ailleurs, parce que justement on n'est pas dans une approche très objectiviste, on croit dans le bien de l'humanité, quoi. À un moment donné, on va faire quelque chose. Voilà, il y a un travail des valeurs qui va se faire. On n'est pas dans une approche matérialiste, objectiviste. Bon. Et puis, il a pris comme marraine politique la fille de Jacques Delors, qui lui, dans son travail pour les institutions européennes, dans son travail avec les libéraux allemands, bien que lui ait défendu un libéralisme un tout petit peu différent, a largement œuvré à la construction des institutions ordolibérales. Et quand il se situe donc dans ce courant aubriste qu'on a trouvé au pouvoir avec Jospin, par ailleurs, là aussi, on est assez proche de ceux qui ont accepté, par exemple, le principe de dénationaliser les grandes entreprises françaises pour qu'elles entrent en concurrence. Donc, d'une certaine manière, bien qu'il ait voté non, il ait milité pour le non à la Constitution européenne, c'est quelqu'un qui a validé toutes les institutions européennes, à la fois par le vote, et puis par sa participation et par son attachement. Donc on a quelque chose d'assez étonnant, un positionnement assez étonnant. On pourrait séparer quelque chose entre des valeurs humanistes d'un côté et une forme de pragmatisme économique de l'autre. Alors, vous arrivez à temps, le cours allait commencer dans 5 minutes. Non mais c'est vrai. Il y en a 5 minutes d'avant. Ben oui, tout à fait. Félicitations. Mais j'ai hâte d'y arriver parce que bien que vos questions soient très intéressantes et pertinentes, le cours d'aujourd'hui m'excite beaucoup. On va y venir bientôt. Voilà. Donc, vous voyez, typiquement, quand vous dites comment on se positionne par rapport au terrain, ça, typiquement, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'on a des individus qui sont ambigus par rapport à ça. Et lisez, ou ne lisez pas, je vous en fais le résumé, la première page du bouquin de David Graeber qui s'appelle La dette, 5000 ans d'histoire. Il commence par rencontrer une dame dans un pince-fesses aux États-Unis, une dame très sympathique, et il discute et il lui dit, il parle de la dette ensemble, d'économie, parce que voilà, il parle d'économie. Et elle lui dit, mais enfin, on doit payer sa dette. Vous voyez, comment on incorpore quelque chose qui est une espèce de valeur absolue, qui n'a rien de vrai. Le premier système d'endettement qu'on a créé, avec les premiers systèmes de monnaie qu'on a créé en même temps les levées de dette de temps en temps, parce qu'il fallait bien que les gens puissent rentrer chez eux et pas être tous esclaves. Donc, voilà, regardez comment, par exemple, on peut incorporer cette idée qu'on doit payer sa dette, cette idée que la concurrence fait communauté, l'idée qu'il faut se méfier des trop fortes appartenances, que le nationalisme c'est pas bien, que le dirigisme c'est pas bien, l'idée que la concurrence fait baisser les prix, mais l'idée qu'il ne faut pas non plus laisser trop le bordel, qu'il y ait des autorités, des hautes autorités à la concurrence. Vous voyez, tous ces petits éléments qui en fait tendent à se substituer à l'activité politique, à imposer les termes du débat, à précéder les termes du débat. Aujourd'hui, quelqu'un qui dirait sur la place publique qu'on veut contrôler les prix, vous vous rendez compte, passerait pour un fanatique, un fou soviétique, donc fasciste, totalitaire, nazi, vilain, pas beau, quelqu'un.
C'est-à-dire que progressivement, l'ensemble de ces notions ont complètement tapissé le fond de notre pensée et déterminent, en tout cas structurent très largement, notre capacité à penser les événements. C'est ça que je vous emmenais à regarder. Le plus drôle, par exemple, c'est d'aller interviewer des amonistes, par exemple, et de recueillir des propos purement ordolibéraux, alors qu'eux se sont plutôt positionnés contre. Avec des macronistes, s'ils sont peu éduqués et qu'ils sont jeunes dans l'activité militante, ils ne sauront pas ce que c'est que l'ordolibéralisme, mais très naturellement, ils se positionneront à côté de ces positions-là. Macron est, comme François Fillon, sur l'article où on avait travaillé, soutenu par des élites catholiques françaises. Il partage ces valeurs-là, il trouve que le modèle allemand est excellent, que la concurrence est bonne, que les problèmes sont ni de gauche ni de droite, qui sont des questions de traitement rationnel des questions. Donc c'est un univers de pensée dans lequel l'ordolibéralisme a été complètement avalé. Et effectivement, alors, par rapport au catholicisme, des fois ça produit des trucs très 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 étonnants, très paradoxaux. Par exemple, l'Allemagne, sous la CDU, depuis longtemps, donc sous un parti démocrate chrétien, a aboli l'inceste comme catégorie juridique. Et ce qui est plus intéressant, c'est de dire, mais dans le fond, puisque l'État est un bureau administratif de police ou de régulation des échanges économiques, on n'a pas à se soucier de morale, puisqu'on ne cherche pas du tout à travailler sur l'identité, et que l'État doit être le plus technique possible, le plus light possible, il ne doit pas se soucier de morale. Donc nous n'avons rien à faire à porter des jugements moraux sur les unions entre frères et sœurs, ou, etc., en famille. Et donc vous avez un parti chrétien qui porte un truc où on dépénalise l'inceste, si vous voulez. C'est assez rigolo. Tiens, ils vont recommencer leur cirque de la semaine dernière. Elles veulent encore que je leur chante une chanson. C'est terrible d'avoir du succès. Bon. Oui. Oui. Non, je pense qu'il y a effectivement de l'ambiguïté, que c'est le personnage de Philippot qui l'incarne le mieux. Il incarne plus d'ailleurs la méritocratie que la technocratie, même si l'ENA c'est vraiment aussi une forme de technocratie. Mais par ailleurs, eux construisent essentiellement leur discours non pas autour de points techniques, mais autour de la notion d'identité, d'appartenance, de rassemblement. Donc ça me paraît relativement loin. Par ailleurs, la tradition libérale qui s'exprime à travers une partie, seulement une partie, et moins chez Marine Le Pen, beaucoup plus chez Marion Maréchal Le Pen. Quoi qu'en fait, Marine Le Pen s'appelle Marion. J'ai regardé sur sa fiche Wikipédia. Bref, peu importe. Vraiment peu importe, parce que voilà. S'appelle comme elle veut. Cette dame. Cette tradition libérale est plutôt une tradition libérale poujadiste. C'est-à-dire quelque chose où on dit foutez la paix aux entrepreneurs, beaucoup plus que organiser un marché ultra normé qui permettra d'assurer une concurrence libre et non faussée. Voilà. Excusez-moi, je vais faire comme d'habitude une petite intervention, parce que c'est difficile de faire autrement.